La Manufacture RH vous présente 13e mois. Je suis allée sur le management et les RH justement parce que ça n'intéressait personne. Par contre, ce que je vois, c'est une nouvelle génération de DRH. Elle, ce qu'elle veut, c'est changer le monde. J'ai été dans une conférence il n'y a pas si longtemps que ça avec un député de la majorité qui disait le problème du management, c'est que rien n'a évolué depuis 30 ans. C'est quelqu'un qui n'a pas mis un pied dans l'entreprise. En 2 ans, tout a changé. Tout. L'humain fait partie de la stratégie et c'est même un acteur incontournable. Mais du coup, il faut qu'ils négocient eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les RH, leur défi, c'est de se faire payer correctement. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont mal payés. Papa, c'est vrai que tu licencies des gens ? C'est la phrase que ma fille m'a prononcée un matin sur le chemin de l'école. Je suis Flaubert, ancien DRH et fondateur de la Manufacture RH, le spécialiste du recrutement et du coaching des fonctions ressources humaines. Avec 13e mois, je vous propose d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font briller les ressources humaines. Qu'ils soient DRH, HRBP, responsables du recrutement ou des relations sociales, ils vont vous inspirer et vous donner une autre vision de ce métier formidable. Bonjour Laure. Bonjour. Bienvenue sur 13e mois. Merci. Merci de m'accueillir chez vous dans vos bureaux au siège du Temple de l'Information chez BFM Télé. Alors avant de commencer, pour changer les habitudes, je vais vous laisser vous présenter, Laure, auprès de nos auditrices et auditeurs, mais je vais juste, avant cela, vous remercier très sincèrement. Je suis en effet ravi de vous accueillir, Laure, et pour plusieurs raisons. Je suis ravi de vous accueillir parce que vous avez bercé mes matinées. Et oui, je me souviens de la vie trépidante de Michel, de ses problèmes quotidiens, du dossier Moulinard, et surtout de votre faculté à traiter de vrais sujets de fond avec beaucoup de liberté et beaucoup d'humour. Je suis ravi de vous accueillir parce que je sais que votre regard sur les RH nous fera prendre à nous, communauté RH, de la hauteur et de la perspective, et je suis ravi de vous accueillir parce que vous connaissez les DRH et que vous les côtoyez très régulièrement. J'en veux pour preuve les derniers DRH que vous avez reçus dans Happy Boulot, le MAG, votre émission. Ce sont les DRH de Conto, Litchi, DHL, Xavier Savini, le DRH de Sort. Et puis là, c'est tout frais, Cédric Rama, qui est le DRH de Pernod Ricard. Alors avant de commencer, Laure, je vais vous laisser vous présenter. Qui êtes-vous, Laure Closier ? Quel est votre parcours professionnel, votre vie, votre œuvre ? Voilà, mon œuvre, je sais pas si j'ai une œuvre. Moi, je suis journaliste à BFM Business, à BFM TV, parfois à RMC, en gros dans toutes les marques du groupe Altis. Ça fait 12 ans maintenant que je suis journaliste avec une vocation, voire un intérêt particulier, voire une passion pour la chose compliquée. J'aime quand c'est compliqué et qu'il faut réussir à l'expliquer. Parce que la seule chose que moi j'aime faire, c'est qu'on m'écoute pour quelque chose, qu'on me prête l'oreille pour vraiment raconter une histoire et à la fin comprendre quelque chose. Donc c'est pour ça que je suis allée vers l'économie, vers le business. Pour une autre raison aussi, c'est qu'il n'y avait pas de femmes. Et donc comme j'ai une vision totalement opportuniste, je suis allée vers l'économie, le business, parce que j'étais sûre qu'ils auraient besoin de moi. Et ça a fonctionné. Ok, donc est-ce qu'on peut dire, si on fait le lien avec les ressources humaines, que la chose compliquée, c'est aussi cette gestion de l'humain, c'est ce qui est parfois un peu compliqué en entreprise, cette gestion humaine, parce que l'homme, avec un grand H, est rarement là où on l'attend. Est-ce que c'est aussi en lien avec votre parcours, ça, de vous dire je vais aller là-dessus ? Ça me parle ? Ça me parlait parce qu'il fallait raconter des histoires de vie. Mais alors, je suis allée sur le management et les RH justement parce que ça n'intéressait personne. Au départ, il n'y avait pas de management, pas de RH dans la grille de BFM Business. Moi, je voulais faire de l'antenne. Je me suis dit, tiens, je vais leur proposer des contenus sur cette thématique-là parce qu'ils en ont pas. La première réponse qu'on m'a fait, c'est que c'était pour Psychologie Magazine et pour Marie-Claire. Sympa. Le management, c'est pas pour les gens sérieux. C'est pour les femmes qui lisent des magazines, mais c'est certainement pas pour les chefs d'entreprise. Erreur magistrale. Et en fait, le succès après des émissions RH, même sur l'antenne, a montré qu'en fait, j'avais raison. Mais au départ, il a fallu convaincre que c'était intéressant. Et ça, c'était super, en fait. Vous avez défriché le terrain. Ouais, puis j'étais toute seule, donc j'étais tranquille. Pas mal. J'ai pas eu de concurrent pendant hyper longtemps. Je faisais mes chroniques RH, mais personne ne faisait ce que je faisais. Donc c'était génial, en fait. J'étais seule. Aujourd'hui, je suis moins seule. Alors, vous êtes moins seul, mais vous êtes quand même une référence dans le domaine. C'est vrai que vous avez le passé, l'expérience, l'expertise. Vous diriez que les choses ont vraiment changé dans la vision que, alors, ce soit les journalistes ou les personnes qui gèrent les journalistes ont
de la chose RH et même la société en général ? Oui, parce qu'aujourd'hui, je peux réussir à vendre des sujets RH à BFM TV ou à RMC. On me demande des contacts de DRH, ce qui n'arrivait jamais avant. On parlait jamais à cette communauté-là. Aujourd'hui, ça arrive fréquemment et on comprend l'impact du télétravail sur la vie de chacun, l'impact que peut avoir un mal-être dans l'entreprise sur une personne. Donc oui, ça a véritablement changé. Ok. Quel est, votre regard sur le métier de DRH ? Comment vous voyez déjà l'évolution de ce métier au fil des années ? Il évolue, il prend de plus en plus de place dans l'entreprise et pourtant, il y a encore énormément de freins. C'est-à-dire que avant, moi, on me racontait, vous vous rendez compte, le DRH, il était à l'Assemblée Générale, il était sur le strapontin, on lui laisse pas de place pour parler. Et puis on disait, un jour, il parlera avant le directeur financier dans l'Assemblée Générale. Et puis, en fait, j'ai toujours pas vu ça. Il y a toujours des freins, mais quand même, aujourd'hui, l'entreprise prend conscience que si elle ne gère pas la chose humaine, elle peut aller dans le mur. Même si elle a une très belle stratégie, même si elle a l'envie, il faut qu'elle gère l'humain, la souffrance, le bien-être, la passion. Il faut qu'elle s'intéresse à tout ça. Mais il y a encore des freins parce que vous le disiez, je reçois tous les DRH. J'ai reçu donc Cédric Rama hier. J'ai enregistré hier, j'enregistre le mardi pour le vendredi, qui est le DRH de Pernod Ricard. Et avant de débuter l'interview, il me dit, je vous préviens, Laure, je parlerai pas de la stratégie de Pernod parce que c'est une boîte cotée. En ce moment, il y a des discussions. Je peux pas vous parler de la stratégie. Et moi, bêtement, je lui dis, oui, mais de toute façon, on parle que des ressources humaines. Et puis après, je suis rentrée chez moi et le soir, en me couchant, je rentre tard en plus parce que je travaille jusqu'à minuit. Donc de minuit à 1h du matin, j'étais dans mon lit, je me disais, mais il me dit qu'il va pas parler de la stratégie. Donc ça veut dire qu'il met l'humain en dehors de la stratégie de l'entreprise. Il se dit, ça n'a rien à voir. Et moi-même, d'ailleurs, je lui dis, oui, ça n'a rien à voir. Et lui et moi, on fait une erreur totale. Donc il dit, la stratégie, non, c'est autre chose. Non, en fait, ça devrait être totalement intégré. Et d'ailleurs, je vois des DRH qui désormais veulent être nommés directeurs stratégiques, qui veulent évoluer, qui veulent être intégrés vraiment dans le pilotage de la stratégie de l'entreprise. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est vers ça où il faut aller. Il ne faut pas sortir l'humain du stratégique. Oui, très juste. L'humain doit être dans le stratégique, fait partie de la stratégie et c'est même un acteur incontournable de la stratégie. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez vu évoluer au fil du temps. Là, vous parliez tout à l'heure de cette position du DRH qui avant était sur un strapontin. Désormais, il est bien assis à la table du board. Je pense qu'il est mieux assis et qu'en tout cas, on l'écoute moins comme allez, vas-y, dis-nous ce qu'on pourrait pas faire. Aujourd'hui, il va dire, voilà, quelles compétences il faut mobiliser, comment il faudrait organiser les équipes, qui on va prendre au bon endroit. On va l'écouter pour faire mieux. Il va pas juste apporter de la contrainte. Je pense que ça change. Est-ce que pour autant, il arrive vraiment à une place de choix dans les assemblées générales ? Pas encore. Par contre, ce que je vois, c'est une nouvelle génération de DRH qui en a rien à foutre d'être dans les assemblées générales. Elle, ce qu'elle veut, c'est changer le monde. Donc, il y a une nouvelle génération. Donc ça, c'est les Litchi, c'est les Conto, c'est les Michel et Augustin, etc. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent ensemble. C'est-à-dire que là, pour le coup, moi, ça m'étonne sur le plan stratégique. Ils ont des groupes WhatsApp sur lesquels ils parlent en permanence de leurs contraintes, de leurs problèmes de diversité, de leurs problèmes d'attractivité. Et ils travaillent en open source entre différentes sociétés. Ils se considèrent comme une entité de boîte de la tech, sauf Michel et Augustin qui est de l'alimentaire, mais qui travaille aussi dans cette même vision. Et ils considèrent qu'ils ont un poids sur l'évolution de la société. Et là, on est à 1000 lieues des DRH du CAC 40. Mais à 1000 lieues, qui jamais ne feraient ça. Ils ont un groupe WhatsApp, les DRH du CAC 40. Et qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur ? Ils pavanent. Ils disent non, chez moi, il n'y a pas trop de problèmes, etc. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est fascinant parce que eux, la place à l'Assemblée Générale, ok, ils ont un projet beaucoup plus haut. Ce qui parfois me fait leur demander, mais attendez, c'est aller faire de la philo ou faites autre chose. Est-ce que vraiment un DRH, il doit penser à l'évolution du monde ? Eux, ils disent que oui. J'adore et cette image des deux groupes WhatsApp très différents. Et c'est vrai que moi, dans les rencontres que j'ai pu faire à travers ce podcast 13e mois, j'ai rencontré pas mal de DRH qui me parlent un peu de ce besoin, en effet, d'avoir un groupe autour pour échanger sur des sujets, des thématiques techniques, faire avancer. Mais je trouve votre exemple sur celles et ceux qui veulent changer le monde top. Et en effet, eux, ils vont tout droit et sans vraiment se préoccuper de ce qu'il peut y avoir autour. Ok, très bien. Et justement, vous qui rencontrez ces DRH, vous qui
leur parler un peu à l'oreille de ces DRH. C'est quoi le profil d'un DRH? C'est quoi pour vous les grandes qualités que doit avoir un DRH, si tant est qu'aujourd'hui il y a C'est compliqué parce que moi je vois tous les profils, tous les genres, toutes les diversités entre les anciennes générations, la nouvelle génération, mais surtout là où il y a vraiment de la grosse différence, tous ceux qui viennent des boîtes américaines sont corsetés. C'est-à-dire que ne peuvent pas s'exprimer librement, ont une communication ultra définie. Donc moi, dans mes émissions, c'est pas très intéressant parce c'est un peu plat. On se dit rien. On se dit. Moi, en fait, tous les DRH que je reçois, je me dis est-ce que j'ai envie de bosser avec lui? Est-ce que j'ai envie de rejoindre sa boîte? À chaque fois, je me pose la question. C'est pas encore arrivé dans une entreprise américaine. À chaque fois, ils me font peur. C'est-à-dire que je me dis à la fin, non, franchement, ça m'a pas donné envie de les rejoindre. Ça, c'est pour les boîtes américaines. Et après, il y a le profil tech RH. Donc là, c'est tous ceux qui veulent changer le monde. Et puis, là où il y a la plus grande diversité, je trouve, c'est aujourd'hui dans les grandes entreprises où vous avez les DRH qui ont compris que le monde a changé et ceux qui ne l'ont pas compris. Et c'est pas toujours les plus âgés qui n'ont pas compris. Parfois, il y a des surprises. Moi, j'ai eu la DRH d'EDF. Sincèrement, je m'attendais strictement à rien parce que EDF, ça fait pas rêver les foules. Voilà, on a une image de carcan, etc. Une vision de l'innovation, de l'évolution des métiers ultra pointue. À avoir mis en place au sein d'EDF une équipe qui travaille aux métiers de demain, à l'invention des métiers de demain, à comment on peut former aujourd'hui les gens à des métiers qui n'existent pas. Donc, c'est-à-dire qu'ils inventent des métiers avec une perte d'argent, forcément, puisque parfois c'est un investissement complètement qui sert à rien. Voilà une femme qui a compris ce qu'il fallait faire aujourd'hui pour ses salariés, pour l'évolution de leur métier. Fascinante. Alors, à contrario, je vois des DRH de très grands groupes à qui je demande c'est quoi, mais même à qui je demandais il y a 5 ans, c'est quoi la question du bien-être au travail, et qui disent c'est bien comprendre quelle est sa tâche. Donc, tout est possible en fait. Et parfois, c'est pas l'habit fait pas le moine, ni l'âge. C'est vrai, ça oui, l'habit ne fait pas le moine ni l'âge. Est-ce que vous avez noté ce lien que alors les DRH font de plus en plus, mais les marques également, entre la façon dont l'entreprise va entre guillemets prendre soin de ses collaboratrices et collaborateurs et l'impact que ça a sur l'image par rapport aux clients? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez pu noter? Alors oui, parce que il y a ce côté, vous traitez bien les clients, mais par contre vous traitez mal vos salariés. Alors ça, en termes de com, c'est extrêmement destructeur. Donc effectivement, ceux qui ont compris que le collaborateur devait aussi en partie être traité comme un client, donc bien traité dans ses besoins, dans ses attentes, il a fait déjà un pas important. Mais je l'entends pas très fréquemment. D'accord. C'est pas encore quelque chose de très prégnant et de très. Ok, très bien. Les thématiques actuelles là qui reviennent selon vous le plus dans la bouche des DRH que vous rencontrez, leur sujet du moment, il y a quoi? Alors il y a 2 choses, il y a la parentalité et la santé mentale. C'est-à-dire que en gros dans toutes les boîtes qui ont de l'argent, on a mis en place des congés paternité et maternité mieux disant que ce que propose l'État français. Celles qui ont beaucoup d'argent, par exemple comme Kering, font même des stratégies worldwide. Donc ça veut dire que n'importe quel employé chinois a les mêmes conditions sociales qu'un employé français. Là, ça fait que du coup, vous attirez quand même tous les meilleurs talents dans le monde. Donc ça, c'est un très gros sujet, la parentalité en entreprise et la santé mentale. Aujourd'hui, les DRH clairement disent nos salariés vont pas bien, il faut s'en occuper. Et on met aujourd'hui des mots sur une difficulté qu'on mettait parfois dans vraiment la grosse case bien-être, en disant le bien-être au travail, c'est être content, c'est aller à son travail avec le sourire. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus au cas par cas et on se demande comment ne pas passer à côté de celui qui commence vraiment à déprimer chez lui en télétravail et on essaye de regarder plus précisément. Il y a aussi un autre sujet qui va avec, c'est ceux qui ont une vision de la fonction RH globale et ceux qui disent aujourd'hui ça n'est plus possible, il faut qu'on fasse du cas par cas. Là, il y a 2 tendances dans les DRH. Il y a ceux qui disent moi je peux pas gérer Jean-Pierre, Jean-Paul, chacun avec ses problèmes de déménagement, d'enfants et si c'est grand ou petit chez lui. Donc moi je mets des règles et puis tout le monde suit et puis si vous pouvez pas suivre, on s'arrange pour que vous partiez. Et puis il y a ceux qui disent non, aujourd'hui ça a changé.
Il faut faire du cas par cas. Il faut faire des différences entre les salariés. Alors oui, ça fait des inégalités, mais chacun doit être traité à la hauteur de sa capacité personnelle, sa famille, sa maison, etc. Là, vous avez vraiment deux tendances. Très intéressant, ça veut dire que moi j'ai longtemps travaillé sur des politiques RH et on fixait une règle et on était un peu le gardien du temple. Moi en tant que DRH, j'étais le gardien du temple de cette politique. Là, on sent pour vous qu'il y a vraiment ce mouvement d'individualisation de la politique RH et qu'on va faire différemment pour Bernadette que pour Jean-Pierre. Mais parce que vous avez Jean-Pierre qui vous dit moi je démissionne en fait. Si je peux pas avoir 3 jours de télétravail, si je ne peux pas déménager à Pétaouchnok et que vous me payez pas les trains pour revenir, je pars parce qu'en fait je fais un choix, ma vie familiale, ma vie professionnelle, je retrouverai un boulot ailleurs si je suis ingénieur ou si je suis dans un métier où il y a de la tension. Donc vous êtes bien obligé de réfléchir au cas par cas, en tout cas sur vos talents, parce que c'est toujours pareil, la politique RH, elle n'est pas pareille sur les gens qu'on veut garder que sur l'ensemble des collaborateurs. Mais effectivement, il y a une scission, et ça a un impact vraiment dans la stratégie de l'entreprise, parce que ça va avoir un impact sur la rétention des talents, sur l'organisation. Donc là, il faudrait vraiment... Ça, c'est un sujet à discuter avec le DG, avec le directeur financier. C'est un sujet de board, en fait. Est-ce qu'on fait du cas par cas ou est-ce qu'on fait du... Mais je suis sûre que c'est pas fait. Non, c'est pas fait. Et d'ailleurs, c'est pas fait aussi parce qu'à mon sens, c'est plus facile de faire une règle pour tous. Ça va être compliqué de faire des règles différentes. D'un autre côté, je pense que l'histoire va plutôt dans ce sens-là, en effet. Et je reviens juste sur un sujet. Vous avez évoqué le bien-être au travail. Alors, moi, je suis un fervent opposant au bonheur au travail parce que je trouve que le bonheur, on peut le trouver ailleurs que dans le travail. Après, oui, qu'on soit épanoui dans son job, ça, c'est super important. Mais bon, il ne faut pas vendre n'importe quoi aux collaboratrices et collaborateurs. Qualité de vie au travail, ce que vous disiez tout à l'heure, si je le résume en disant, moi, c'est aussi quelque chose que je porte souvent, c'est de dire, dans QVT, bon, déjà, c'est pas très joli, QVT, mais bon, l'important, c'est quand même le travail. Oui. C'est ce qu'on fait. Non, mais l'important, c'est que le travail ne fasse pas du mal. C'est-à-dire que déjà, très souvent, on en est là. Avant même... moi, j'étais... c'est un peu le problème de travailler aussi à BFM Business, c'est que vous vous adressez aux cadres, donc déjà à une population qui n'a pas de mots physiques avec le travail. C'est pas un travail qui vous fait du mal au quotidien. Déjà, il faudrait que cette problématique de qualité de vie au travail descende de 3 crans et s'intéresse à l'ensemble des collaborateurs. Ça, certaines entreprises commencent à y penser. Moi, je vois chez Lidl, par exemple, des démarches globales sur l'ensemble des salariés et non pas que sur les talents, de compréhension de ce que veulent les gens quand ils sont dans les magasins. Voilà, on réfléchit quand même à se dire la qualité de vie au travail, c'est pas que pour les riches salariés qu'on veut garder. C'est pour tout le monde. Mais c'est important parce que du coup, il faut que ça soit une politique générale. Or, c'est pas toujours le cas. Effectivement, moi, je préfère la question de qualité de travail, c'est-à-dire avoir les moyens de travailler, un travail qui vous fasse pas du mal psychologiquement ou physiquement, et si possible, qui vous permette d'avoir un projet et de réaliser quelque chose. Déjà, si on a fait ça, c'est déjà pas mal. Oui, déjà... Et en plus, si on a des potes, ça c'est cool. Oui, mais voilà, c'est n'en demandons pas trop non plus. Ok. Je fais juste un lien. Je ne sais pas si vous l'avez déjà reçu, échangé avec la DRH de Monoprix. Non. Sandra Aslar. Je ne connais pas. Je vous encourage. Ouais, ça m'a fait un invité. Ah ouais. Oui. Et moi, je l'ai reçu dans mon dernier épisode de 13e mois. Ils ont fait vraiment quelque chose de top sur le Transco, le dispositif de transition collective, où ils forment des caissières à devenir aides-soignantes dans les EHPAD chez Corian. Donc, il y a un job qui se fait. Ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, des DRH qui veulent changer le monde, se réunissent, parlent entre eux et se disent, tiens, si on faisait un truc, Corian, Monoprix, c'est vachement intéressant. Pas grand-chose à voir à la base. Et pourtant, au lieu de supprimer un poste, on va faire évoluer la personne. Mais vous voyez, ça se vend très bien auprès des clients. Ah, mais ça, c'est parfait. Non, mais c'est ça qui est génial. Exactement, exactement. Ça, c'est typiquement ce qui marche. Oui, parce que là, le client se dit, OK, moi, je sais que, en plus, il y a une relation, un caissière-client, c'est vrai que c'est important. Et puis, juste besoin d'aide-soignante dans les EHPAD, il y a bien un moment où on a besoin, c'est maintenant. Donc ça va vraiment dans le sens de ce que vous disiez. Vous avez évoqué un peu tout à l'heure le sujet des démissions. Oui. Il y a un truc, là, on en entend parler partout, la Great Resignation aux États-Unis. Ils vous en parlent, ça, les DRH? Ils vous disent,
C'est un vrai sujet ? Ah oui, c'est un vrai sujet. Alors, il y a que le DRH de Pernod Ricard qui m'a raconté hier que lui n'avait aucun sujet de rétention des talents et que lui, ça ne pose aucun problème. Mais globalement, oui, il y a un sujet, mais parce qu'il y a un problème de sens, il y a un problème d'intérêt dans le travail. Et effectivement, le confinement a permis, enfin la crise sanitaire permet de se poser des questions juste sur soi, quoi, où on va. Donc effectivement, il y a un défi énorme de l'entreprise d'intéresser, de donner aux gens l'envie de se bouger, parce que l'entreprise, elle veut que vous fassiez plus que ce qui était prévu. Mmh. Or, pour que vous fassiez plus, il y a que l'envie pour ça. Et quand vous avez tué l'envie, en fait, vous tuez une partie de votre business model, parce que les gens, ils font leur fiche de poste. Voilà. Et que leur fiche de poste. Bah voilà. oui, mais en général, la fiche de poste, ça suffit pas. Moi, j'aime bien parler de sens. Voilà, quel sens j'ai à ce que je fais dans mon job. Ça apporte quoi au final dans la structure, dans l'entreprise, ça m'apporte quoi à moi, et je vais donc peut-être être un peu plus engagé. C'est vrai que le sujet de l'engagement collaborateur est un vrai sujet aujourd'hui. Si on fait le lien comme ça et qu'on essaie de se projeter, on a vu un peu les sujets du moment. Comme ça, si on se projette un peu dans les 2-3 ans, pour vous, quels vont être les grands sujets que les DRH vont avoir à traiter ? Qu'est-ce que vous voyez poindre là ? Alors pour moi, le gros sujet, c'est la gestion des différentes générations au sein d'une même entreprise. C'est-à-dire que là, on va avoir donc la génération Z qui arrive en masse. On va se retrouver dans des entreprises quasiment à du 60-40. Qui prend le pas sur qui ? Forcément, c'est les plus âgés qui ont les postes de direction, qui ont un écart de vision très important avec la génération Z. Parfois, la génération d'ailleurs des jeunes en veut à la génération des plus âgés. Ils ont été mieux payés, ils ont tout détruit, ils ont profité de tout. Nous, on a ça dans le journalisme depuis des années, d'écart entre les jeunes et plus âgés qui ont connu l'âge d'or. Dans les entreprises, globalement, ça va être ça. Il faut réussir à faire travailler ces gens ensemble, à se parler, à communiquer, à trouver un sens au travail. Et ça, c'est passionnant, mais c'est un vrai défi. On a un peu ce que vous dites là dans la société actuelle, la vision qu'on a des boomers, en disant vous avez un peu profité de tout. Ah oui, mais dans l'entreprise, c'est pareil. Exactement. Donc, et ce lien entre, ça fait écho, ce qui se passe dans la société, ce qui se passe dans la société française et ce qui se passe dans les sociétés, les entreprises. Il y a vraiment, en effet, toujours ce lien. C'est intéressant de se projeter comme ça sur ces problématiques. Si je reviens au fameux Michel, qui a bercé, moi, toutes mes matinées. C'est gentil. Non, mais franchement, vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Il avait quelle vision, Michel, du DRH ? Michel, en fait, aujourd'hui, il est totalement has-been. C'est-à-dire que ça fait 2 ans que j'ai arrêté, mais il faudrait complètement changer de personnage, parce que Michel, c'est une personne qui résiste au changement. C'est son fondamental, c'est que peu importe le changement, il résiste. Et il comprend pas l'évolution ni du monde du travail, ni du monde total, et donc il est dans une résistance. Aujourd'hui, il y a 5 ans, ça pouvait encore être quelqu'un de très commun dans l'entreprise. Aujourd'hui, c'est plutôt une espèce en voie de disparition. Il faudrait complètement changer les personnages. C'est-à-dire que je pourrais plus du tout faire les chroniques telles que... Enfin, je raconterais autre chose, mais en tout cas, il faudrait que je change tout, parce que l'entreprise n'est plus comme ça. Et d'ailleurs, j'avais écrit 2 livres sur le management et les conseils en management que j'avais écrit pendant mon premier congé maternité, donc c'était il y a 5 ans. Les lisez pas, Les lisez pas, c'est fini, c'est obsolète. C'est obsolète complètement. Et j'ai été dans une conférence il y a pas si longtemps que ça avec un député de la majorité qui disait le problème du management, c'est que rien n'a évolué depuis 30 ans. C'est quelqu'un qui n'a pas mis un pied dans l'entreprise. C'est-à-dire que en 2 ans, tout a changé, tout. Donc Michel, il est out, les bouquins ils sont out, il faut tout recommencer. Donc ça allait vite. Ah oui, ça va, oui, et parfois. Et vous pensez qu'on va revivre ça, c'est-à-dire que dans 2 ans, là, on se revoit et ça aura changé aussi rapidement. J'en sais rien. Et je fais le lien avec, je me rappelle quand on a la première fois qu'on a échangé sur ce podcast, on s'est parlé et je me rappelle de quelque chose. Vous m'avez dit le DRH, il y a quelques années, c'était vraiment l'emmerdeur. Oui. C'était celui qui emmerdait tout le monde. Oui. Bon, il servait à rien. Il servait à rien, il emmerdait tout le monde. Fonction support à supprimer. Oui. Quand on fait la liste des coûts qu'on pourrait supprimer dans une entreprise, on se dit, attendez, un RH, il connaît pas les métiers, il arrive pas à recruter pour nous,
il fait des feuilles de paye. Bon, bah, prenons une entreprise extérieure qui va faire la compta et puis on a réglé le problème. Moi, je pense que la crise sanitaire, elle a sauvé une partie des fonctions RH. Parce qu'avant, on en était là. Avant la crise sanitaire, on était vraiment à dire les fonctions support et celle-ci en particulier, non, franchement, ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai passé des entretiens d'embauche avec des DRH. C'était une étape obligatoire. Mais alors, pour faire quoi ? Je n'en sais rien. Donc, je pense que ça a changé. Ça a remis complètement le DRH dans une partie de la stratégie, ce que je disais tout à l'heure. Et que ça a sauvé sa peau, c'est sa chance. Donc, il y a du positif, en effet, à tirer de cette crise. Pour la fonction RH, moi je dis souvent qu'elle a été sur le pont, la fonction RH. On a enfin vu ce à quoi elle contribuait. Les collaboratrices, collaborateurs ont pu être payés grâce au DRH. Ah bah oui, c'est déjà pas mal, ouais. Et puis, il a été aussi sur le front, sur le côté sanitaire de la chose. Ils ont été utiles. Ils ont montré leur beaucoup utilité. négocié. Il y a plein de négos qui se sont faits. Il y a même des organisations syndicales qui sont montrées très ouvertes à ce moment-là. Ça a négocié à distance, en visio, alors que c'était impossible avant. Donc, ça a accéléré plein de choses. OK. Mais du coup, il faut qu'ils négocient eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les RH, leur défi, c'est de se faire payer correctement. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont mal payés dans une entreprise qui a fondamentalement besoin d'eux. Donc, il faut absolument négocier son salaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Enfin, on ne peut pas continuer à considérer que cette fonction ne sert à rien. Génial, il y en a plein qui iront en égo avec un extrait là en disant voilà, et Laure Clousier l'a dit, il faut y aller, je l'ai entendu sur 13e mois, donc ok, je voulais juste avoir votre avis sur, alors je sais pas si c'est de la novlangue pour vous ou pas, mais le côté, on parle beaucoup d'hybridation du travail qui a supplanté le télétravail. Oui. Vous en pensez quoi de ça ? Que hybridation, c'est un mot sympa, quoi. Mais en fait, ça cache aussi beaucoup de flex office, ça cache aussi beaucoup d'immobilier qu'on vend, ça cache beaucoup de choses. Les mots, ils ont un sens, mais parfois ils servent aussi à cacher certaines choses. L'hybridation, ouais, ok. C'est un mix entre je vais au bureau et je reste chez moi. Ok. Et derrière le flex office, pour celles et ceux qui n'auraient pas l'image, c'est j'ai plus de bureau fixe, j'arrive, j'ai un grand plateau et en gros quasiment premier arrivé, premier servi, prends ma place et ça permet de faire baisser les coûts immobiliers. Il paraît. C'est le premier intérêt. Faut pas se cacher derrière son petit doigt. Alors parfois ça fonctionne. Hein. Effectivement, on n'a pas besoin parfois de toute la place qu'on a. Mais il faut pas oublier que c'est d'abord une logique de coût. Et que le côté, parce que dans l'hybridation, on a beaucoup parlé de télétravail, mais je prends souvent cette image. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure, je vais faire un petit pont, mais avant d'enregistrer, je vous parlais de Caméra Café et du fameux Jean-Guy, le pire des DRH que j'ai pu voir, le cynique au possible. Je voulais faire le lien avec la machine à café et le fait qu'il y a plein de choses qui se solutionnent autour d'un café à la machine à café beaucoup plus rapidement que quand on est en télétravail. Donc ce côté un peu de télétravail et se rendre au bureau pour travailler avec, ça c'est important. On perd en fluidité des échanges, on perd en convivialité et on perd en innovation. Ça c'est clair. Exactement. Mais ça, les entreprises en sont aujourd'hui très conscientes. Hein. Toutes celles qui ont besoin de création, d'innovation, font revenir leurs salariés au moins 2 jours par semaine. Mais pas pour travailler, en fait. C'est-à-dire que la compréhension qu'aujourd'hui le bureau, ça sert pas à travailler, mais ça sert à rencontrer ses collègues, c'est bon, c'est intégré. Collaborer, innover, ce que vous voulez. Mais en tout cas, on vient pas au bureau, à moins que chez soi, on ne puisse pas travailler, ce qui est tout à fait possible. Bien sûr. Mais sinon, quand on vient au travail, c'est pour voir ses collègues. Sinon, on est d'accord. Ça ne sert à rien. Et ça, c'est ancré. Ça c'est bon. Moi, je constate que c'est bon dans ce qu'on me raconte, mais parfois, on peut me mentir. Et ce que je trouve intéressant, c'est ça, c'est de pouvoir échanger avec vous sur ce que vous constatez. Ok, est-ce que vous auriez une petite anecdote de quelque chose de marquant dont vous avez parlé avec un DRH, où vous avez pu être ou surprise, vous avez trouvé ça ou marrant ou autre. Vous auriez quelque chose à me raconter là-dessus ? Surprise, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Parfois, vous pensez que tout le monde a compris les questions de sens, que c'est une évidence, que vous êtes face à un DRH qui va forcément vous parler d'humain. Et je vous dis, j'ai été une fois face à une DRH d'un grand groupe à qui j'ai parlé de bien-être et qui m'a expliqué à quel point c'était bien comprendre ce qu'on devait produire et ce qu'on devait faire et qu'il fallait bien comprendre sa fiche de poste et que c'était l'essentiel du bien-être au travail et qu'aujourd'hui c'était ça. Et bien 15 jours plus tard, elle était dehors.
C'est, somme toute, à mon avis, assez normal, mais oui. Enfin, qu'elle soit dehors, pas qu'elle vous ait dit ça. Oui, en effet, je pense que la vision est un peu étriquée quand on parle de ça. Comme d'ailleurs, je passe un petit message, mais quand on parle de qualité de vie au travail, en résumant ça un peu à une corbeille de fruits, un baby-foot, moi je dis souvent la corbeille de fruits est à la qualité de vie au travail, ce que le simili est au cuir. Donc voilà, dans les deux sens, ça peut s'adapter à ça. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup. De rien. 3 petites questions en termes en guise de conclusion que j'ai l'habitude de poser à mes invités. La première, c'est quel conseil donneriez-vous à la jeune Laure de 25 ans là qui débuterait sa carrière professionnelle ? Je lui dirais ferme un peu ta bouche. Parce que moi, je parle trop. Et après, je regrette. Je dirais, réfléchis avant de parler. Un tout petit peu, de temps en temps. Pour autant, ça vous a aidé. Enfin, vous avez quand même... Non, ça me dessert régulièrement. Ça m'aide autant que ça me dessert. Je me fais des ennemis toutes les minutes. Ça m'épuise déjà au quotidien, moi-même. Mais vous pouvez pas lutter contre. Mais je peux pas lutter contre. Et parfois, je boue de l'intérieur et je me parle dans ma tête. Mais moi, je suis trop impulsive, je parle trop, etc. Et parfois, tout n'est pas bon à dire et à faire entendre. Ok. Bon, bon entendeur ou bonne entendeuse. Ok. Autre question. Partez sur une île déserte pour vous reposer un peu, parce que je sais que vous avez une activité poussée et suivie. Vous emportez un livre ? Oui, j'emporte tous les livres que j'ai pas lus ces 5 dernières années. Lire un livre, ça reste le but de ma vie. C'est-à-dire que je passe mon temps à me dire que j'aimerais bien lire un livre et j'ai pas le temps. Et donc, je prendrais n'importe quoi qui ne parle ni de management ni de journalisme. Donc, potentiellement, un livre suédois de crime. Un bon polar. Voilà, un bon polar criminel, mais d'un autre pays. D'accord. Ok, très bien, parfait. Et dernière question, est-ce que vous auriez quelqu'un à me recommander qui est dans le domaine des RH pour un prochain podcast qui aurait potentiellement des choses intéressantes à raconter à la communauté RH ? C'est la DRH d'EDF qu'il vous faut. D'accord. Celle qui innove sur les métiers, c'est elle qu'il vous faut. Ok, très bien. Eh ben, vous me donnerez son nom. Je vous donnerai même son portable. Ah super, merci beaucoup. Vraiment, merci Laure. De rien. C'était très intéressant d'avoir votre regard sur le monde des ressources humaines et sur la vie des ressources humaines et de l'entreprise. Merci à vous et puis à bientôt peut-être pour un prochain échange. Merci. À bientôt.